Après l'Hypercar et le GTP dans le précédent numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, nous allons nous attarder pour ce Mercato 2025-2026 sur le GT3 dans son ensemble, en parlant évidemment du championnat du monde d'endurance, mais également de l'IMSA, du GT World Challenge, les principaux championnats qui accueillent cette catégorie, avec, comme vous allez voir, pas mal de nouveautés, que ce soit du côté des voitures, puisque plusieurs voitures nouvelles ou évolutions arriveront l'an prochain, mais également quelques questions sur lesquelles nous allons nous attarder sur le futur des équipes qui sera là en 2026 et comment. C'est le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Et comme dans le précédent numéro sur l'Hypercar et le GTP, je suis rejoint par Laurent Mercier et Thibaut Villemont pour aborder ce sujet du Mercato 2025-2026, cette fois-ci consacré pour cette deuxième partie au GT3. Messieurs, on va commencer par l'arrivée en 2026 de plusieurs nouveautés du côté des voitures. La principale nouveauté, Laurent, on va l'appeler comme ça, pour 2026, qui a été officiellement présentée en marge du festival Speed of the Goodwood, présenté donc au début du mois en Angleterre. Laurent, la Temerario GT3 qui doit remplacer la vénérable Huracan présente sur les circuits depuis 2015, avec ses différentes évolutions. Laurent, pour Lamborghini, c'est un petit peu un changement de paradigme, on va dire, puisque aussi la première avait été développée un petit peu en lien avec Audi. Là, cette fois, c'est une voiture développée quasiment exclusivement en interne, avec évidemment plusieurs partenaires extérieurs, mais c'est une vraie voiture Lamborghini. Et on doit s'attendre, selon ce qu'on a vu de la communication de Sant'Agata Bolognese, à des débuts pour les 12 heures de Sebring, mais ça va forcément amener un renouveau pour la marque en 2026 en GT3. Exactement. On aurait aimé aussi que cette fois Lamborghini serve à Audi pour que Audi sorte une nouvelle voiture, une nouvelle GT3, mais ça pour l'instant ça reste, je pense, dans les cartons et je pense pas que ce soit le cas pour le moment. Mais oui, Lamborghini qui doit arriver aux 12 heures de Sebring, alors c'est assez c'est l'objectif. C'est surtout, ça a changé un peu parce que quand on avait vu Maurizio Lesquita au Paul Ricard, il était plutôt prévu, Paul Ricard était plutôt prévu que la voiture débute plus tard dans l'année, et c'est toi qui l'avais vu à Spa. Là, c'était plutôt les 12 heures de Sebring en mars. Alors maintenant, la question est de savoir quel championnat. Alors, je crois que Lamborghini, en plus, va privilégier quand même les championnats majeurs pour la première année de la voiture. Donc, il n'est pas exclu, enfin, il est même sûr d'ailleurs que l'année prochaine, on continuera à avoir des Huracan GT3 Evo 2 et en parallèle la nouvelle Temerario GT3 qui est un produit Lamborghini. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a certainement aussi quelques personnes de chez Audi Sport qui ont œuvré sur cette Temerario GT3 qui est actuellement en essai. Donc, on en aura, je pense, en GT World Challenge un petit peu et en IMSA et potentiellement aussi un peu en Asie. Mais ça va être une année de développement pour la Temerario et pour Lamborghini. On sait que Lamborghini a un peu, je ne vais pas dire une image à se refaire, mais après le projet Hypercar quand même qui n'a pas eu la réussite escomptée. Donc bon, on peut faire confiance à Lamborghini par rapport à cette nouvelle Temerario qui ne sera plus équipée du moteur Audi V10 traditionnel qu'on entendait depuis le début. Lamborghini, comme la concurrence, va se mettre au moteur turbo. Donc ça, c'est aussi un changement et je pense que les équipes qui font rouler la Lamborghini actuellement auront forcément une priorité. On pense forcément à Grasser qui sort d'une victoire en 24 heures de Spa et qui a un peu le client historique. Maintenant, on sait qu'il y en a d'autres aussi qui ont posé des questions à Lamborghini. Il va falloir aussi que Lamborghini arrive à fournir suffisamment de voitures aux clients dès 2026 et ça, c'est pas forcément gagné. Thibaut, Lamborghini qui donc amène cette nouveauté en GT3. Laurent parlait du programme Hypercar. Est-ce que là on va mettre le focus complet sur le GT selon toi, comme Laurent disait? C'est vrai qu'avec l'échec de la SC63, comment à ton sens Lamborghini peut rebondir après ça? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas abordé par exemple Lamborghini dans l'autre podcast consacré aux catégories Hypercar GTP. Disons que oui, par la force des choses. Après, sauf miracle, je vois pas comment le programme SC63 pourrait se continuer l'année prochaine. Il y a un article sur Endurance Info expliquant tout ça, et je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu le chant du cygne. Là, ils font ils mettent des dernières évos sur la voiture. Il y a pas mal d'essais au banc et sur piste avant les 2 dernières manches de l'Endurance Cup en IMSA, donc Indianapolis et Petit Le Mans. C'est un peu le barreau d'honneur. Aujourd'hui, en tous les cas, au moment où
On a écrit cet article, il n'y a pas de solution qui avait été trouvée. Le problème, c'est qu'ils cherchent une équipe qui finance en partie ce programme, je dirais même en grande partie, comme ça a été le cas avec Iron Lynx, et aujourd'hui, je ne vois pas qui sera en mesure de le faire. Donc là, ça risque un peu. Effectivement, je pense que Lamborghini va devoir. J'avais une petite au niveau. Qui est-ce qui a développé la Temerario en tant que pilote? Bah, les pilotes officiels, hein, il y a Andrea Caldarelli qui a roulé, il y a Marco Mappelli. Mirko Bortolotti va forcément, en théorie aussi, être impliqué dans le projet. Je pense que Franck Pereira aussi. Et les pilotes, les Jordan Pepper, tous ces pilotes officiels vont rouler. Mais je sais que Lamborghini, au début, essayait de mettre un pilote et non pas plusieurs pilotes dans la voiture. D'accord. Et c'était surtout Caldarelli Mappelli, c'est ça? Bah, c'est un peu ceux en plus qui étaient à l'origine du développement enfin, avec Mirko Bortolotti qui a quand même été la cheville ouvrière du développement de l'Huracan. Mais oui, pour l'instant, c'est plutôt les pilotes maison qui sont à pied d'œuvre avec la Temerario. Messieurs, si la Lamborghini sera en piste l'an prochain, il n'y a maintenant plus aucun doute là-dessus, la grande question se pose pour une nouveauté qui doit arriver, ça sera la Toyota Lexus. Vous allez me dire comment on doit l'appeler. On sait que le groupe japonais travaille sur la descendante de la RCF GT3, elle aussi présente depuis bon nombre d'années sur les circuits et engagée pour sa part en LMGT3 en WEC cette saison avec Acodis ASP. Thibaut, je me tourne vers toi. Le Toyota Lexus, on le sait, travaille sur cette voiture puisqu'on voit la voiture rouler en essai depuis pas mal de temps. Mais est-ce que 2026 sera l'année d'apparition de cette voiture en compétition ou pas? Est-ce que tu as des infos sur ce sujet? C'est un peu le mystère. On a discuté avec Kazuki Nakajima, donc le vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe, qui revenait de Goodwood, hein, justement, avant d'arriver à Sao Paulo. Il est arrivé un petit peu tardivement parce qu'il était à Goodwood. Il a pu s'installer au volant de la version de route de la voiture. Et il y avait le fils d'Akio Toyoda qui était sur la version GT3, donc c'était la première apparition publique de la GT3. On lui a posé la question, déjà, effectivement, pour répondre à ta première question, quand je lui ai demandé, bon, c'est une Lexus, c'est une Toyota, il a fait Joker. Donc c'est encore un mystère. Il y en a même qui avancent que ce sera peut-être Lexus en IMSA, Toyota ailleurs. Oui, des questions marketing, très Ouais, clair. pour des questions marketing. Après, j'ai l'impression que les constructeurs, ils abandonnent de plus en plus ça. Pour ces débuts, ils sont vraiment satisfaits des essais. Apparemment, c'est assez prometteur. La voiture, elle roule depuis un sacré paquet de temps maintenant. Depuis, je crois qu'elle a commencé son développement en piste en 2023, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Ouais. Le problème, c'est que il y a plein de questions qui se posent, et notamment quand un modèle GT3 sort, faut aussi il y a aussi des histoires avec la voiture de série. En tous les cas, pour l'instant, il y a un petit point bloquant qui fait qu'il y a encore un doute sur l'arrivée de cette auto en 2026. C'est pas mort, hein, du tout. Mais c'est sûr, c'est ce que nous disait Kazuki Nakajima. Il va falloir qu'il prenne une décision vite parce qu'on est déjà fin juillet. Ce qu'il nous a dit à Sao Paulo, c'est que maintenant, il va falloir vite se décider. Et puis après, la question, ce sera de savoir où est-ce qu'elle sera engagée. Parce que même s'ils ont un objectif vraiment de développer un service compétition client digne de ce nom, la Lexus RCF GT3, c'était un peu un modèle assez exclusif. Là, clairement, l'idée, c'est d'arroser le marché comme le font les autres constructeurs. Et faudra voir par où elle commence. Donc, est-ce que c'est le WEC parce que Le Mans, est-ce que c'est un championnat SRO? Il y en a qui disent c'est peut-être mieux de commencer avec des pilotes pros et des pilotes amateurs parce que c'est aussi une voiture qui est destinée aux amateurs. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, il faudrait peut-être faire plutôt un GT World Challenge Europe uniquement dans la catégorie pro pour pouvoir compter sur le retour de que des pilotes pros. Ça se discute. Après, moi, je serais étonné qu'elle débute pas en WEC la première saison. Encore un point d'interrogation sur cette voiture qu'on a quand même hâte de voir venir parce que comme tu disais, c'est bien pire que la Huracan puisque première année de compétition 2015, hein, si je ne m'abuse pour la RCF. Comme l'Huracan. Il y a eu des Evo sur la Huracan. Oui, 2. Il y en a eu 2, ouais. Donc, RCF, 3 versions. Le mémoire, il y en a eu une petite pour le WEC, mais parce que c'était pour des histoires de fenêtres de performance, mais il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Si, elle a quand même, il me semble qu'elle a reçu, alors je sais pas si elle s'appelle Evo, mais elle avait quand même reçu un petit package, il me semble, depuis sa sortie en 2015. Mais vu que c'est une voiture qui avait quand même été développée dans l'esprit pro et pas forcément dans l'esprit pro-am, et moi, ce qui m'inquiète quand on me dit que Lexus Toyota veut vendre cette voiture à l'échelle mondiale, si la voiture, elle doit être assemblée, qu'elle doit être construite au Japon, ça complique la donne par rapport au coût. Parce qu'elle est au Japon, pour moi, elle est pas assemblée à Cologne. Ben non, mais après, il faut voir comment ça va se passer. Est-ce que ce sera comme l'autre Lexus? Est-ce que ce sera vendu en Europe? Est-ce que ce sera vendu au Japon? Parce que c'est pas la même.
J'espère que ce sera réellement vendu en Europe parce que la Lexus a toujours été, enfin, ça n'a jamais été une voiture qui a été beaucoup vendue. On peut faire le même parallèle avec la Honda NSX parce que c'est des voitures qui à la base coûtent très cher. Ouais. Donc j'espère que tout sera fait en Europe et que les équipes pourront l'acheter au prix, on va dire, des autres GT3, qu'il ne faille pas, comme avec la Lexus, ces histoires de carnet ATA où il faut renvoyer la voiture au Japon un certain temps pour la faire ressortir après, où ça c'était vraiment un calvaire. Ouais, quand j'ai discuté avec Kazuki Nakajima, j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchaient vraiment à se développer comme leurs concurrents et je pense que pour le coup, je pense que tout va être assuré à Cologne. Si des équipes d'exploitation, des équipes, ce qu'on appelle vraiment des équipes privées, ne pas faire la même cagade qu'a fait Nissan avec RJN ou Bentley avec M-Sport, où c'est l'équipe qui fait la voiture quasiment qui l'a fait rouler, parce que Nissan n'a quasiment pas vendu de voiture et Bentley n'en a pas vendu non plus, enfin quasiment pas non plus. Donc il faut espérer que ce soit vraiment des équipes privées. On sait que Jérôme Polican est prêt, alors je dis pas dès l'année prochaine, mais prêt à faire un programme WEC, un programme GT World Challenge Europe avec la voiture. Ouais, lui, il aimerait retourner aussi en GT World Challenge. Hein. Ouais, Les deux. et aujourd'hui, Jérôme n'est pas on peut pas dire qu'Acodis ASP aujourd'hui est l'équipe d'exploitation qui développe la voiture. L'équipe participe au développement de la voiture, mais le développement de la voiture est bien assuré par Toyota. Ils sont bien appliqués quand même parce que sur les Oui. sites européennes de mémoire, Ouais, ils étaient ils quand sont même bien. impliqués, mais plus en soutien. Ils sont pas impliqués aujourd'hui, enfin, ils n'étaient pas impliqués jusqu'à maintenant réellement dans le développement à 100% de la voiture. Et pour Et toi, c'est une erreur? non, 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 c'est pas une erreur, au contraire. Non, non, Ah. non, non, c'est pas du tout une erreur, au contraire. Je veux dire, ils arrivent et c'est comme c'est l'équipe qui connaît la voiture, qui connaît Lexus et qui fait rouler la Lexus en WEC. C'est très bien. Mais donc, je pense qu'après, plus le temps va passer, plus Acodis ASP va avoir, on va dire, des responsabilités par rapport à cette nouvelle voiture. Ouais, Il j'ai y a un l'impression. Hein, ouais. Et il y a un marché qu'il faut surtout pas sous-estimer, c'est le marché même s'il est un peu plus, on va dire, confidentiel, c'est le marché de la Northlife qui tient qui est cher à Akio Toyoda. Hein. Oui, et puis d'ailleurs, ils ont roulé déjà avec la GT3 hein, sur la. Donc il y a avec Rookie Racing notamment, qui est le team de Toyota qui pour l'instant fait rouler les Mercedes. Bon, il faut aussi pas écarter. On a Nordic Racing qui est en GT World Challenge Europe cette année aussi avec une Mercedes qui est aussi là, à mon avis, pour un peu débroussailler le terrain, pourquoi pas pour faire rouler cette Lexus parce que le team est proche de Toyota aussi. Donc il y a quand même. Et bien sûr, Vasseur Sullivan en IMSA hein, qui a participé, Exactement. si je ne me trompe pas, aux essais menés aux États-Unis. Donc toutes ces équipes-là, je suppose, seront amenées à un moment à signer un bon de commande pour faire rouler la nouvelle voiture. En tous les cas, j'ai vraiment l'impression, je pense que tout va être géré à Cologne, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent développer un vrai service complet client et ça va être un beau défi d'ailleurs. Hein, Il y a une image à se faire hein, parce que la concurrence est quand même bien ancrée depuis des années, hein, que ce soit Lamborghini, que ce soit Ferrari, que ce soit Porsche, que ce soit Mercedes. Ouais, au niveau des volumes aussi. Au niveau des volumes, c'est pas du tout la même. Hein. Non, exactement. Après, ça me fait pas trop peur quand on voit les installations qu'ils ont à Cologne. Ça, ils savent faire. Hein. Bon, déjà, voilà, le GT4, ils le sous-traitent hein, à WRT. Je suis pas trop inquiet sur le volume. Je serais pas aussi affirmatif quand tu vois qu'aujourd'hui tu vas acheter une Porsche 900 GT3R que tu peux pas parce qu'il n'y en a pas de dispo en neuf chez Porsche. Qu'une Ferrari, il faut attendre des 15 ans pour en avoir. Enfin, j'exagère un peu, mais pour en avoir une. Tu penses vraiment qu'il y aura un carnet de commandes qui soit aussi conséquent aujourd'hui? Non, mais les deux plus prisés, c'est quoi? C'est Ferrari et Porsche de par le nom. Oui, aujourd'hui, oui. Il y a Mercedes aussi toujours. Maintenant, la Mercedes, c'est une voiture qui est éprouvée. Les équipes, maintenant, c'est un peu un espèce de roulement. Mais c'est sûr que Ils en vendent autant que les deux autres, ouais. C'est pas facile parce que tu pars pas de la même année. Je veux dire, la 296. Oui, effectivement. Oui. Je pense qu'ils ont vendu plus de 296 que Mercedes a vendu d'AMG. Je pense que les 296, ils doivent avoisiner les 200, hein, je crois. Ah oui, oui, oui. Entre 150 et 200, ça c'est sûr. Ouais, exactement, c'est ce que j'aurais dit, entre 150 et 200. Puis la Ferrari, t'en as combien qu'on achète aussi pour les stocker, mais pour les garder, alors que la Mercedes, si t'en achètes une, tu roules avec. Ouais. Quand tu vois le prix que se vendent maintenant, enfin là on sort un peu du sujet, mais quand tu vois le prix que se vendent les SLS, les anciennes SLS avec les portes papillons, tu te dis que tu as des équipes qui auraient peut-être bien fait de les garder. Hein. Après Lamborghini et après l'interrogation Lexus, messieurs, je vous propose de passer aux marques qui amèneront, elles, des évolutions de leur modèle existant et on va s'attarder sur les cas de Porsche et Ferrari. Porsche qui fait évoluer une nouvelle fois sa 911 GT3R et Ferrari qui apporte pour sa part une première évolution à sa 296 GT3, une voiture présentée en marge des 24 heures de Spa. Laurent, on commence par Porsche. Tu disais que c'est compliqué d'acheter une Porsche neuve aujourd'hui. Il y a aussi cette nouvelle version qui arrive
L'an prochain, on va rester clairement dans la continuité, un modèle qui a su s'imposer en pro, parce que au départ, on voyait la 911 GT3R évidemment très présente dans les catégories Pro-Am, etc. Mais en pro, ça a mis du temps à s'imposer en GT World Challenge avec un vrai programme. Hein. Ça y est, maintenant depuis plusieurs années, c'est le cas, et la voiture a su s'imposer, notamment aux 24 heures de Spa. Comment tu vois les choses pour Porsche? On reste dans la continuité, c'est un peu l'idée globale, on va dire. Porsche, c'est un peu à l'image de Ferrari, c'est-à-dire qu'on a mis longtemps avant de mettre des équipages pro dans la 900 GT3R. Maintenant, comme tu dis, c'est lancé, ça gagne. Pour peaufiner cette 900 GT3R, la voiture a roulé en compétition, hors classement, en Creventic aux 12 heures de Spa. Et Porsche continue le développement. Maintenant, c'est un peu à l'image des autres constructeurs. Là, on parle bien d'évolution et pas de révolution. Hein. On tient compte du retour des pilotes et notamment des gentlemen. On sait que c'est une voiture qui n'est pas facile à faire fonctionner au niveau de la fenêtre, que la fenêtre est hyper étroite et que d'un week-end à l'autre, tu peux être dedans et que tu peux être sûr de ton coup au week-end suivant et qu'au final, tu es complètement à côté de la fenêtre. Et c'est une voiture vraiment qui est très, très fine. Mais maintenant, une fois que tu es dans la fenêtre, elle est redoutable. Et je pense que les équipes qui font rouler la Porsche actuellement, alors je parle principalement du GT World Challenge, mais on peut aussi parler du WEC, rempliront l'année prochaine. De toute façon, Manthey, oui, voilà, qui la développe. Donc, en WEC, c'est un peu différent, effectivement. De fait, c'est différent. Mais en GT World Challenge Europe, je pense que les équipes qui sont là sont prêtes à faire rouler la nouvelle Porsche 900 GT3R la saison prochaine. Je pense que après, il faut voir aussi, c'est toujours pareil, combien Porsche va en proposer. On sait que Porsche avait dans le passé une politique un peu différente, c'est-à-dire que tu peux avoir la voiture ou tu peux en acheter une, mais uniquement si tu roules dans tel championnat qu'il faut que tu donnes avant et que tu peux pas acheter une Porsche comme ça et la mettre dans ton garage. Et si tu te souviens, en début de saison, il y avait notamment Allied Racing qui avait commandé 2 Porsche 9 pour faire du DTM et le DTM n'avait pas pu se faire avec Allied Racing. Et il s'était dit d'ailleurs à une époque, alors vrai ou pas vrai, que Allied Racing, pour avoir 2 Porsche 9, avait dit qu'ils allaient faire le DTM alors qu'en fait, c'était pas le cas. Bah bon, après, ça a changé parce que non seulement Allied Racing ne fait pas de DTM, mais l'équipe ne fait plus rouler de voiture en GT3. Donc c'est sûr que ça va dépendre un petit peu du nombre de voitures qui seront dispo. Côté voiture dispo, Thibaut, chez Ferrari, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. On sait que les chaînes de production côté d'Oreca tournent à plein régime et ont tourné à plein régime pour la 296. Ce sera évidemment le cas pour la version Evo qui, vous avez pu le voir en lisant nos différents articles sur Endurance Info, apportera quand même pas mal de nouveautés, notamment sous l'aspect purement extérieur. On a beaucoup travaillé sur cette voiture dans différentes conditions. Thibaut, la 296 GT3 Evo, ça sera encore, j'imagine, un succès commercial parce que soit via le kit, soit via des modèles neufs, Ferrari fera encore le plein pour les clients normalement. Oui, j'ai pas trop d'inquiétude. Je suis pas persuadé que ça révolutionne le département Customer Racing de Ferrari. L'Evo a été bien développée par Oreca, elle a apporté entière satisfaction. Après, c'est déjà une voiture qui marche super fort. Hein. C'est une voiture qui marche super fort. Donc oui, les constructeurs apportent des Evo, mais on le voit notamment en WEC avec Vista F Corset, avec la 21 qui se bat pour le titre, qui a terminé deuxième moment. On le voit bien évidemment au GT World Challenge avec l'écurie F Corset. Donc bon, ça va pas changer la face du monde. Hein. Ils auront toujours les mêmes écuries clientes. Faudra voir ce que ça donne dans les faits, mais ça va pas changer grand chose à mes yeux. Sachant qu'en plus, la Ferrari est quand même l'une des voitures les plus chères du marché, mais quand tu achètes une Ferrari, tu t'achètes aussi, t'achètes aussi le nom du Charles Cabré, hein, tu achètes la marque et le prestige de la marque. Donc c'est sûr que je crois savoir que même si AF Corset devait chercher des gentlemen pour rouler en WEC, j'ai cru comprendre que la liste des gentlemen prêts à rouler en WEC est quand même relativement longue. Et quand on voit les gentlemen qui roulent actuellement chez AF Corset en WEC, bon, ce serait dommage de s'en passer parce que ils répondent présent aussi bien l'un comme l'autre, hein, que ce soit Thomas Flor ou que François Hériot. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Et messieurs, une question, est-ce que Ford va faire quelque chose de cette Mustang GT3 qui est apparue donc en 2024 avec, on l'a vu, des débuts pas forcément évidents, notamment en GT World Challenge, avant qu'il y ait un podium notamment aux 24 heures du Mans. Laurent, ce trame que Ford travaille sur une Evo, puisque en général, on vous rappelle, les cycles en général sont de 3 ans pour une voiture. On arrive donc
pour la prochaine année à cette fameuse étape des 3 ans. Est-ce que c'est un travail qui est déjà très avancé ou on en est encore juste aux premières ébauches selon toi? On en entend parler. Maintenant, est-ce que ce sera pour 26 ou 27? Ça, on verra ce que Ford va décider. On va voir aussi ce qui va se passer en termes d'équipe d'exploitation à l'avenir. On sait que HRT a quand même de plus en plus de poids quand même. Quand tu vois le nombre de voitures que fait rouler HRT, aussi bien en GT World Challenge Europe qu'en DTM, qu'en GT Masters, qu'en VLN. Donc ça fait quand même, enfin en LS. Ça fait quand même beaucoup. C'est toi qui avais discuté avec le team. Hein, Ils sont prêts, eux, au niveau de la structure, sont prêts. Hein. Clairement, Même pour aller en WEC. Hein. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Ils sont prêts à aller en WEC si d'aventure le programme s'ouvrait pour eux. Quoi. Donc il faut voir comment ça va se faire entre Ford, Multimatic, Proton, que va faire Proton. Donc là-dessus, je ne sais pas si Thibaut a autre chose à rajouter par rapport au programme WEC, mais pour le GT World Challenge, je pense que les résultats de la Ford parlent mieux cette année que l'année passée où c'était Proton qui faisait rouler une seule voiture en pro. Ouais, on l'a vu au 24 heures de Nürburgring aussi. Hein. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on va séduire d'autres équipes? Maintenant, là aussi, t'achètes pas une Ferrari, c'est pas la plus c'est pas la moins chère. Est-ce que tu as des équipes qui vont se laisser tenter par la Ford pour discuter un petit peu à droite à gauche? Pour l'instant, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de vraiment acté par rapport au futur, par rapport à ça. Et Thibaut, est-ce que tu penses aussi que l'arrivée de Ford en hypercar en 2027 peut faire un appel d'air pour des équipes pour exploiter d'abord la GT3 et profiter aussi de cette image qu'il y aura avec Ford de retour en WEC? Je pense que ça va être très, très, très dissocié. Après, comme Lolo le mentionne, qui va exploiter les Ford Mustang l'année prochaine en WEC? La question, elle peut se poser. Globalement, c'est pas de la faute de Proton Compétition, mais il y a quand même beaucoup de soucis cette année. Globalement, le bilan, il est assez satisfaisant. Je crois qu'il y a une deuxième place à Spa. Il y a une bonne place à Spa, mais c'est tout. Ça va pas plus loin. C'est assez dommage. C'est pas clairement les résultats sont pas à la hauteur des espérances. Tout n'est pas à mettre sur le dos de Proton Compétition. On a vu pas mal de soucis de fiabilité. Alors peut-être encore plus en WEC qu'ailleurs. Alors je sais pas si c'est lié à la préparation de l'auto. Mais il faudra voir ce qui se passe. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Ford ne peut pas continuer en WEC à jouer les seconds couteaux et il va falloir réagir. Réagir et même séduire, pourquoi pas, d'autres équipes. Hein. C'était un programme mondial, hein, donc Mais pour c'est ça, l'instant, des Ford, on a l'impression que c'est un peu ça le problème en fait, pour l'instant pour Ford. c'est un peu ça. Et puis tu achètes une Ford et pour l'instant, comme dit Thibaut, la Ford, elle n'a pas non plus montré une supériorité. Elle a fait quelques coups d'éclat, notamment à Daytona, évidemment, en remportant le GTD Pro. Mais ça, bon, je pense qu'il faut encore peut-être un petit peu de temps. Les équipes sont peut-être aussi un peu frileuses. Hein. C'est pas facile pour une équipe de changer de constructeur. Hein. C'est une voiture qui est vraiment qui aime les tracés et des longues lignes droites. Hein. C'est pour ça comment elle se comporte bien. Dès que ça commence à tourner, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce genre de voiture, qu'est-ce que vous faites pour les aider? Vous leur donnez une bonne BOP avec de la puissance, et c'est sûr qu'à Daytona, ça a aidé. Je pense que une Evo dès l'hiver prochain, ce serait pas de trop. On a quand même tenu au moins 15 minutes sans parler de BOP, dis donc. Exceptionnel. C'est sûr qu'on va voir. Elle avait déjà un petit peu évolué, mais c'était vraiment 2 fois rien. Si vous vous souvenez l'année dernière, en début de carrière, où elle perdait pas mal la malle arrière. La malle arrière, voilà. On avait pas mal bossé du côté de chez Ford pour rectifier le tir. Et maintenant, peut-être que HRT aussi peut être un appel d'air, mais attention, parce que si HRT est trop près ou trop proche de Ford, de pas tomber dans les mêmes travers que M-Sport avec Bentley, par exemple, même si là, bon, c'est pas HRT qui développe la voiture. Mais si tu as une partie des pilotes officiels et que ça justement que ça chasse pas les clients potentiels. Juste s'il y en a des gens qui posent la question par rapport à la Mercedes, c'est prévu pour 2027. On devrait en savoir un petit peu plus sous peu pour avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec Stéphane Wendel qui gère la compétition client chez Mercedes. On devrait avoir un peu plus d'infos sur cette nouvelle voiture. Comme on l'a dit il n'y a pas très très longtemps sur Endurance Info, le mois de juin a quand même été compliqué pour Mercedes AMG, alors que c'est pourtant réputé, même si la voiture est quand même assez ancienne, de 2016, est réputée la voiture la plus facile sur les différents tracés, plus homogène on va dire. C'est sûr que c'est pour l'instant, c'est un peu compliqué pour Mercedes AMG. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça change avant 2027, donc on peut supposer là aussi que les équipes qui roulent en Mercedes AMG GT3 actuellement poursuivent encore le bail 1 an. Mais c'est pas la voiture le problème. Il y a de plus en plus de problèmes sur cette voiture qui n'avaient jamais été rencontrés par les équipes avant.
Mais c'est dû Voilà. à quoi? Bah, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à des pièces? Est-ce que c'est dû à des sous-traitants? Mais il y a pas mal de problèmes que les équipes ont rencontrés. Que quand tu vas discuter avec les équipes te disent, bah, merde, on fait rouler cette caisse depuis X temps. On n'avait jamais rencontré ce problème-là. Je sais qu'on se creuse un peu la tête du côté de chez Mercedes parce qu'il faut quand même continuer à séduire les clients. Parce que là, aujourd'hui, pour avoir discuté avec plusieurs, on peut pas dire que les clients soient très très contents. C'est une voiture qui continue de marcher. Par contre, plus dans les classes, on va dire Bronze Cup, Pro-Am aux 24 heures de Spa, par exemple. Et même en IMSA, hein, ça continue de fonctionner aussi. Mais là, en Europe, là, ce mois-ci, là, alors je parle pas des 24 heures du Mans, qui sont quand même un cas à part, mais 24 heures du Nürburgring, 24 heures de Spa, il y avait, quand tu vois les équipes et les équipages qu'il y avait, bah, il y avait de quoi rafler la mise dans les deux. Et finalement, bah, aucune des deux courses n'a été mise au fond par Mercedes AMG. Et donc, messieurs, vous aviez esquissé la question des équipages et de qui exploitera la Ford, hein, surtout en 2026. On va s'attaquer dans cette deuxième partie de ce podcast Track Limit by Minerva Oil à la grille justement en WEC, en GT, avec notamment cette question de Mercedes, on en parlait. On sait que Mercedes est cette année liée à Iron Lynx en championnat du monde d'endurance. Thibaut, je me tourne vers toi. Qu'en sera-t-il en 2026 de la présence de Mercedes en WEC? La question, elle n'est pas vite répondue, parce que il y a quand même des gros doutes sur la poursuite des programmes Iron Lynx. On doit la présence des Mercedes cette année à Iron Lynx. Alors, pour rappel, la règle en LMGT3 au niveau de la sélection, c'est priorité aux constructeurs qui sont présents en hypercar, puis aux écuries fidèles. D'où la présence de Ford, ils doivent leur présence à Proton, d'où la présence de McLaren, ils doivent leur présence à United, même si depuis les deux constructeurs ont annoncé leur arrivée dans la catégorie hypercar en 2027. Mais là, aujourd'hui, si Iron Lynx se désiste et ne souhaite plus, attention, si j'ai pas dit que ce serait le cas, mais qui souhaiterait s'aventurer en WEC. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'ACO a tout intérêt à accepter un constructeur qui ne coche, je vais dire, presque aucune des deux cases, dans le sens où là, on a 36 voitures cette année, il y aura 2 Genesis en plus l'année prochaine, on n'attend pas davantage de Porsche privés, d'hypercar dans la catégorie privée, donc il y a encore de la place, on sait qu'ils peuvent accueillir 40, 42 autos. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Maintenant, encore une fois, si finalement Iron Lynx poursuit l'aventure, la question ne se pose pas. Mais si ça venait à changer, la question se poserait et ce serait intéressant de voir quelles sont les écuries qui auraient les reins assez solides pour venir en mondial et surtout, encore plus, quel constructeur, parce qu'encore une fois, Mercedes n'aurait plus la priorité. Et Laurent, si d'aventure, donc comme le dit Thibaut, Iron Lynx n'est plus de la partie, qui selon toi pourrait être la tête de pont de Mercedes en WEC, si jamais... Déjà, du côté de chez Mercedes AMG, que les choses soient claires, on a l'envie de continuer en WEC et au Mans, après les 24 heures de cette année. Ça, l'envie, elle est là. Maintenant, je rejoins Thibaut sur le fait que l'avenir d'Iron Lynx est quand même très incertain. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Après, tout dépendra aussi de ce que veut mettre comme argent ou ce que peut mettre comme argent Mercedes AMG pour soutenir une équipe privée. Des équipes qui veulent faire du WEC, je pense qu'on en trouvera. Tu prends Get Speed. une Get Speed, une équipe comme Winward aussi, pourquoi pas, pourrait aussi faire la balle, mais une équipe comme Get Speed, on sait que Get Speed n'a jamais eu la possibilité. Donc là-dessus, quand tu t'es pas posé la question, tu sais pas. Maintenant, il faudrait quand même que Mercedes AMG apporte un soutien financier. On sait qu'un programme pour une seule LMGT3, on parle quand même d'environ 5 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien. Donc, ça peut mettre aussi à mal les autres programmes privés parce que c'est difficile d'être sur tous les fronts. Donc, si tu veux avoir une présence comme Get Speed en GT World Challenge Europe et en NLS, ça complique un petit peu la donne s'il faut faire le WEC en plus. Donc, des équipes, pourquoi pas une autre équipe à laquelle on pense pas ou qui pourrait faire le switch. Mais pour l'instant, si on a plus de GT, je pense qu'on sera obligé du côté de la FIA et de la CO, c'est de mettre 2 GT par stand parce que s'il doit y avoir plus de voitures. Sur certaines courses, effectivement. Sur certaines courses. Donc, c'est un peu l'option qui serait privilégiée. Mais à voir ce que vont décider les instances par rapport à Iron Lynx et par rapport à Mercedes. Après, je pense que au niveau des places, l'année prochaine, ça va encore. Puisque Imola était un petit peu le facteur limitant et ils ont fait des travaux. Et en fait, après, oui, en revanche, 2027, il faudra rajouter 2 Ford, 2 McLaren. Donc, la donne va forcément changer. Sauf s'il y en a qui partent. Évidemment.
On poursuit notre tour d'horizon de la grille LMGT3 en WEC pour 2026 avec forcément une interrogation autour de l'avenir de Valentino Rossi. Laurent, on sait que le pilote italien est une force d'attraction majeure pour le public. On l'a vu à son arrivée en GT World Challenge et on l'a vu également en WEC. Est-ce que, bon, on sait qu'il réfléchit, hein, c'est un petit peu la dernière tendance. Est-ce que les récentes performances en Sprint Cup, en GT World Challenge, vont peut-être plus faire pencher la balance d'un côté que de l'autre, selon toi, en 2026 ? Déjà, on peut pas dire que le programme ait été fait très tôt, puisque sur la première liste des engagés, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de numéro 46, qu'elle est venue après. D'ailleurs, on a changé le numéro de la voiture, hein, ce qui est même pas dans le règlement, mais bon, ça c'est un autre débat. Je sais pas si les résultats en GT World Challenge Sprint à Misano vont suffire à le faire changer d'avis, mais je pense que l'année prochaine, il fera moins de courses, qu'il les choisira plus. C'est quelqu'un, Valentino Rossi, qui veut toujours faire Bathurst, qui veut toujours faire les 24 heures de Spa, qui voudrait aussi tenter l'aventure intercontinentale GT Challenge à Suzuka. Je suis pas sûr qu'il tente l'aventure Nürburgring, même si ça le chauffe, mais cette histoire de permis, comme il l'a toujours dit, ça l'embête un peu. Et il n'y aura pas de passe droit, parce qu'il n'y aura pas de passe droit pour Max Verstappen, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour Valentino Rossi. Donc oui, alors maintenant les complotistes vont dire, ah bah ouais, il vient en GT World Challenge Europe à Misano, il gagne, donc évidemment il va venir en sprint ou en endurance l'année prochaine. Et peut-être qu'il fera qu'un des deux d'ailleurs, hein, qu'il fera pas et le sprint et l'endurance. Mais c'est sûr que pas sûr qu'on le revoit en WEC l'année prochaine parce que les prestations, alors c'est pas les prestations de Valentino Rossi, mais les prestations de la BM en WEC sont pour l'instant pas bonnes, mis à part à Imola. Tu es en train de me dire, non, tu vas pas reparler de BOP quand même. Je n'ai pas prononcé, c'est toi qui l'as dit. Et donc, ouais, je pense plus qu'on va se diriger vers un autre programme que le programme WEC pour Valentino Rossi. Même si WRT, parce que pour avoir échangé sur le sujet il n'y a pas très très longtemps avec Vincent Voss, même si WRT devait en plus rajouter un programme IMSA avec BM en hypercar, c'est pas pour ça que ça mettrait à mal le programme GT World Challenge avec BM en GT3, parce que là, quand on en a discuté avec Vincent, il a été assez clair sur le sujet. S'il doit y avoir un autre programme, ce serait un programme totalement annexe et décorrélé des autres programmes. Il faut penser que le WEC, par rapport au podcast qu'on a fait la semaine précédente sur l'hypercar, là, on n'a pas grand-chose à dire pour l'instant par rapport aux pilotes, parce que c'est quand même une catégorie plus de pro-am, et que c'est les pilotes un petit peu qui font un petit peu le contenu de la catégorie. Mais il y a des questions aussi. On parle de Valentino Rossi, mais on peut se poser la question de qu'est-ce que va faire Ben Keating aussi l'année prochaine, parce que il tire un peu à boulet rouge depuis quelques courses quand même. Donc je suis pas persuadé. Déjà, il est venu un peu à reculons, hein. Il a fait une pige l'année dernière. Il s'est dit bon, allez, ok, je vais y aller. Et là, là, ça se passe pas forcément très très bien. Donc manquerait plus que dans les prochains rendez-vous, bizarrement, sa Corvette, elle se mette à marcher pour essayer de le séduire. Par contre, Ben Keating, effectivement, hein, il nous a expliqué quand nous sommes. Mais l'autre voiture marche, hein. L'autre voiture marche. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, tout d'abord, il a quitté l'IMSA et le P2 parce qu'il estime que, et je le comprends, avec cette règle de drapeau jaune qui relance sans cesse les débats, toutes les équipes mettent le pilote bronze au départ. Et c'est vrai qu'au final, comme tout le monde est regroupé, l'impact du pilote bronze sur le résultat final, il n'est pas énorme. Et là-dessus, je le comprends. Donc finalement, il est venu en WEC, comme tu as dit, un petit peu à reculons, parce qu'à la base, il n'aime pas GT3. Il aimait le GTE, mais il n'aime pas GT3. Et maintenant, moi, je trouve que là, il râle un peu cette saison, mais avec tout le respect que j'ai pour lui. Encore au Mans, il a râlé. Enfin, excusez-moi, hein, mais Tom Van Rompuy, il a qualifié la voiture pour H1, pour Hyperpole 1, et puis derrière, il termine sur le podium. Donc, c'est pas la BOP qui est autant sur les premières courses du WEC, pourquoi pas. Autant au Mans, la BOP était pas mauvaise. Et on a encore vu à Sao Paulo. Moi, j'ai surtout l'impression que soit il est plus dedans, et il s'investit moins. Après, il y a une autre chose, c'est que je pense que le niveau des pilotes bronze, globalement, a beaucoup augmenté. Et s'il était la référence il y a encore 2-3 ans, je pense que maintenant, en face, il y a des mecs qui se sont hissés à son niveau. Moi, que Ben Keating ne continue pas, je ne serais pas surpris, effectivement, parce que je n'ai pas l'impression qu'il s'épanouisse en LMGT3. Par contre, il peut pas blâmer la BOP ou quoi que ce soit. Comme tu dis, là, tu as raison, le niveau a monté. Et le truc, c'est que maintenant, on a affaire à des pilotes, à pas mal de pilotes de bronze qui font en plus plusieurs programmes, ce qui n'est pas à plein temps, ce qui n'est pas le cas de Ben Keating. Donc forcément, tu te retrouves avec des mecs qui sont nettement plus affûtés, et qui roulent beaucoup plus et qui s'entraînent beaucoup plus que c'était par le passé. Donc
C'est sûr que si tu arrives dans un championnat du monde où tu es un peu le king des bronzes, que tu es un peu la référence et que tu t'endors un peu sur tes lauriers, alors que les autres, ils roulent plus, bah forcément, tu es un peu plus dans le dur. Et comme tu le dis, bah, la deuxième Corvette, si tu veux, sur les derniers rendez-vous, on peut pas dire que la Corvette était dans le dur. Et puis là, ça fait 2 éditions du Mans. Et encore une fois, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui est un très très bon bronze, mais il fait 2 Le Mans excessivement mauvais. Mm. Il prend énormément de pénalités. Hein. C'est vrai. Je ne parle pas que des erreurs, mais il prend beaucoup de pénalités. Donc il n'est pas irréprochable. Hein. Après Valentino Rossi et Ben Keating, je vous propose d'évoquer le cas de Racing Spirit of Léman. Laurent, une équipe qui a fait ses débuts cette saison en championnat du monde d'endurance avec l'Aston Martin Vantage et avec un récent bon résultat au Brésil sur les terres d'Eduardo Barrichello avec la 3e place décrochée dans la catégorie. On connaît Racing Spirit of Léman pour les engagements précédents, notamment en ELMS. Laurent, est-ce que l'aventure de l'équipe de Patrick Barbier devrait se prolonger en 2026 ? La réponse est oui. Il y aura une interview incessamment sous peu de Patrick Barbier sur le sujet, mais qui est évidemment globalement satisfait de la saison de Racing Spirit of Léman en WEC pour la première saison de l'équipe en LMGT3 à ce niveau-là. Donc oui, parce que je pense que l'année prochaine, il faut s'attendre à un copier-coller avec aussi une voiture en ELMS pour l'équipe qui vient d'ailleurs de changer de locaux, ou qui a d'ailleurs, qui change de locaux. Mais donc il faut s'attendre normalement à revoir aussi Racing Spirit of Léman la saison prochaine en WEC avec Aston Martin. Thibaut, Racing Spirit of Léman, toi qui suis le championnat du monde, ça a été une bonne découverte et un bon ajout selon toi pour le clan Aston Martin et pour globalement le LMGT3 ? Ils montent gentiment en puissance, ils font des belles perfs. Hein. On l'a vu avec le podium à Sao Paulo et le Doudou Barrichello qui a cartonné. Et la pole. Et la pole. Donc non, c'est plutôt. Je trouve que ce qu'ils font, c'est très honorable quand on sait que derrière, dans l'autre équipe, c'est The Art of Racing qui a quand même plus d'expérience. Alors sur les deux, ProDrive est très très impliqué. Mais non, ils font plutôt. Je trouve qu'ils font plutôt du bon boulot. Et du côté de The Art of Racing, Thibaut, on devrait prolonger également, selon toi, l'aventure en LMGT3 l'an prochain ? Ouais, il n'y a pas de raison. Après, il y aura peut-être du changement au niveau des pilotes, mais aux côtés de Yann James, même si on l'évoquait dans notre podcast, Mathias Droudin ne devrait pas avoir une opportunité en hypercar l'année prochaine, je ne pense pas. Donc il va être certainement conservé sur cette auto. Après, il va falloir voir si Zachary Robichon poursuit l'aventure. Mais non, il n'y a pas de raison que ça s'arrête quand on connaît les liens entre les deux entités. Je vous rappelle que sans The Art of Racing, il n'y aurait pas de programme Aston Martin Hypercar. Donc Yann James, il a bien l'intention de continuer. Puis c'est vrai que le WEC, on rentre pas en WEC comme on pourrait essayer de rentrer en European Le Mans Series ou en GT World Challenge Europe. C'est quand même assez bouché. Donc c'est deux voitures par marque. Donc ça complique un petit peu la donne. Donc il faut pas s'attendre, je pense, à de grands bouleversements parce que ceux qui sont sur place veulent surtout pas laisser la place aux petits copains d'à côté et partir. Parce que si tu pars, tu sais pas quand tu reviens. Donc c'est sûr que quand tu as une place en WEC, tu fais ton possible pour essayer de la garder. Et je pense que les équipes là ont déjà commencé un petit peu si nous on fait un podcast sur le mercato, ont déjà, je sais pour certaines, ont déjà commencé à poser des questions, à regarder ce qui pouvait être fait pour l'année prochaine. Après ce tour d'horizon, Laurent et Thibaut du LMGT3 en championnat du monde d'endurance, on va se tourner rapidement sur l'IMSA et le LMS, deux autres championnats qui accueillent le GT3. On va passer rapidement sur ces deux séries parce que Thibaut, l'IMSA, on devrait se diriger vers une stabilité comme on voit ces dernières années avec globalement les mêmes équipes, que ce soit notamment dans le clan Corvette, BMW ou encore Porsche, qui est encore représenté par AO Racing. On sait que cette année, Ferrari était revenu un petit peu plus à temps complet grâce à Dragon Speed, ce qui était la grosse nouveauté. Mais 2026, Thibaut, on devrait rester sur les mêmes bases, logiquement, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, je vois pas de révolution particulière à attendre. Non, clairement, je pense que ça va être presque un copier-coller. On aurait aimé une présence un petit peu plus poussée de la part de Ferrari en GTD Pro, mais ce sera vraisemblablement pas le cas. Globalement, faut pas s'attendre à de révolution. Après, encore une fois, on verra si Vasser Sullivan peut avoir la nouvelle GT3 made by Toyota.
Je me tourne vers toi, Laurent, pour le LMS. Le LMS également, on sait, un championnat qui a accueilli donc le LMGT3 depuis quelques temps, avec, on a vu quelques nouveautés, hein, notamment la présence de Corvette ou de McLaren, ce qui a redonné une diversité à un championnat où Ferrari, Porsche et Aston Martin étaient les principales marques représentées. Comment tu vois l'évolution pour 2026 ? On sait que c'est un championnat, c'est en Europe aujourd'hui le seul championnat qui accueille le LMP2 pour des saisons complètes. Est-ce que par contre le GT3 pourrait être une variable d'ajustement en termes de place sur la grille pour les LMP2 selon toi ? Je pense que ça va être un peu comme l'IMSA. On n'a pas vraiment de grosse révolution attendu en ELMS. Le nombre de GT, de toute façon, enfin de LMGT3 est déjà restreint de par le plateau LMP2 qui devrait se maintenir et de par le plateau LMP3 qui là aussi se porte bien. Donc le GT, il y a moins de voitures en LMGT3 en ELMS. Et les équipes qui sont là sont des équipes qui sont fidèles d'année en année. Hein, donc il n'y a pas de raison, selon moi, que ça change. Maintenant, on sait qu'une équipe, tu vois, comme une équipe qui est en Michelin Le Mans Cup, qui est Code Racing Développement, qui brille pour sa première saison en GT3, espère rejoindre le giron de l'ELMS. Donc, à voir après en fonction de ce qui se passe en Le Mans Cup. Mais je pense pas qu'il faille s'attendre à de grosses révolutions en ELMS. À mon avis, c'est un peu comme l'IMSA. Et après, le sujet aussi qui va se poser, mais là, ça, c'est plus pour l'invitation pour Le Mans, c'est quid de l'Asian Le Mans Series par rapport aux équipes. Est-ce qu'on aura de nouvelles équipes qui vont essayer de tenter leur chance en Asian Le Mans pour espérer décrocher un ticket pour les 24 heures? Donc, je pense que la réponse est oui. Maintenant, qui va y aller? Ça, c'est un autre sujet. C'est encore un petit peu tôt, mais je sais qu'on discute au niveau des équipes européennes pour mettre des voitures aussi en Asian Le Mans. Oui, on a vu, comme tu disais, effectivement pas mal d'équipes qu'on voyait principalement en GT World Challenge Europe venir grossir le plateau GT en Asian Le Mans Series depuis 2 saisons, avec effectivement cet attrait de l'invitation. Et ça nous fait une transition toute trouvée pour le GT World Challenge Europe, qui va être le dernier volet de ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info spécial Mercato 2025-2026. Laurent, on sait que le GT World Challenge continue à faire le plein. Est-ce que 2026, on parlait des nouvelles voitures, ça va forcément être également une question pour les équipes, hein. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aligner les nouvelles voitures ? Est-ce que ça peut également, selon toi, faire bouger certaines équipes ou changer de marque ou alors faire de nouveaux programmes ? Je pense notamment à Unix Racing, Laurent, avec Porsche. Ça reste le championnat de référence en GT. Alors, je parle GT3 pour la victoire au général. Hein, on va pas se mentir. Hein. C'est le GT World Challenge Europe qui est un peu la tête de gondole des championnats GT3 dans le monde. Maintenant, là aussi, les équipes qui sont là sont quand même des équipes qui sont fidèles. Donc, des questions qu'on peut se poser, c'est quid de 2 équipes qui roulent encore en Audi, même s'il n'y en a pas en pro, qui sont Saint-Eloc Racing et Trésor Attemto Racing. Est-ce qu'on va continuer une année de plus? Bon, il y a un an, on disait, bon, allez, 2025, c'est la dernière année. C'est la première année, en plus, où il n'y a pas d'Audi en pro. Enfin, où il n'y avait pas d'Audi en pro aux 24 heures de Spa ou même dans le championnat. Mais finalement, les Audi, on les voit toujours. On les voit toujours. Vu qu'il n'y en a pas en pro, il n'y a même pas besoin de cacher vraiment son jeu. Donc, c'est aussi pour ça que, notamment, durant les séances d'essai, on les voit quand même à l'avant, que ce soit principalement les voitures qui sont engagées en Gold Cup. Et que Saint-Eloc Racing, avec son Audi, qui est quand même, sans que ce soit péjoratif, sur le déclin, ou en fin de carrière, on va dire, ça enchaîne les podiums, et ça fait des podiums sur chaque meeting en sprint et en endurance, dans les différentes classes. Donc non, je pense que, comme tu l'as dit, il y a Unix Racing qui vient cette saison, en fin de saison, se frotter un peu aux concurrents du sprint et de l'endurance, et qui compte faire rouler 2 voitures l'année prochaine. Et je pense qu'il faut s'attendre encore à une grille suffisamment remplie l'année prochaine, même si c'est encore un petit peu tôt. Je pense que ça va commencer vraiment à discuter, mais bon, là aussi, il y a des nouvelles voitures, mais on va voir s'il y en a qui vont changer de crèmerie, mais je pense que c'est plus des pilotes qui vont changer d'équipe. Alors, je parle pas des pilotes officiels, mais des pilotes qui risquent un peu de changer de baquet. Je sais qu'il y en a qui discutent en ce moment. Mais au niveau des voitures et des équipes, je pense là aussi qu'il faut s'attendre à un plateau garni. Je ne vais pas dire un copier-coller parce que je pense que tu auras toujours quelques nouvelles équipes qui vont venir. Mais il faut s'attendre encore à mon avis, à un très beau cru 2026, que ce soit en sprint ou en endurance. La catégorie Bronze Cup se développe quand même plutôt bien, qui a fait un peu disparaître la catégorie Pro-Am qui est en place uniquement aux 24 heures de Spa. Mais il y a toujours des voitures pro. Alors après, c'est pareil, hein, la voiture pro.
il y a pas mal d'équipes aussi qui ont une voiture pro, mais qui sont obligées de s'appuyer sur mettre des GT3 dans d'autres classes pour financer une partie du programme pro. Et maintenant, il faut voir quel va être l'impact aussi de la réduction des constructeurs ou des problèmes, on va dire, des constructeurs au niveau des voitures de série où je ne vais pas dire qu'on perd de l'argent, mais disons qu'on en gagne moins. Donc là, il faut voir aussi quel va être l'investissement financier, quel va être le soutien des constructeurs aux équipes qui roulent en pro. Et ça, je pense principalement à du GT World Challenge Europe, mais je pense principalement à l'Intercontinental GT Challenge, où là, c'est des déplacements qui sont loin, hormis évidemment le Nürburgring Spa. Mais quand il faut parler de Bathurst, qu'il faut parler d'Indianapolis, qu'il faut parler de Suzuka, forcément, c'est quelque chose qui coûte, sachant que c'est des équipes qui ont déjà d'autres programmes à côté, donc c'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Mais moi, je m'attends à une très belle saison encore, avec une belle variété, une belle diversité, des écarts qui sont toujours aussi serrés, malgré tout des équipes qui comptent rempiler l'année prochaine. Et comme on l'évoquait plus tôt par rapport au WEC, selon toi, si l'opportunité se présente, tu penses qu'Acodis ASP pourrait refaire un retour avec la future Lexus Toyota si l'opportunité se présentait, que ce soit en 26 ou 27? Je serais surpris pour 26. Mais pour 27, oui, Jérôme s'en est jamais caché de mettre les deux programmes. Et lui, son truc, c'est de mettre une voiture, remettre des voitures en GT World Challenge Europe. Et les deux, on va dire, entre guillemets, meilleurs ambassadeurs du GT World Challenge Europe sont Jérôme Polican et Vincent Voss. Parce que ces deux équipes-là, qui n'étaient pas sous les feux de la rampe de championnats mondiaux, finalement, on a vu que le GT World Challenge Europe, c'était un championnat qui était suffisamment disputé et suffisamment professionnel. Parce que quand WRT était à l'arrivée en LMP2, ils ont un peu ramassé. Alors oui, ils avaient de bons équipages, mais bon, personne n'empêche aux autres d'en faire autant. Et ça a fonctionné dès le début. Et alors Jérôme, ça a mis un peu plus de temps parce que la voiture est vieillissante. Il n'y a pas eu d'essai disputé avant la saison 2024. Puis, il faut attendre la nouvelle voiture. Mais moi, je me fais pas de soucis sur le côté, on va dire, technique de ces équipes. Et donc, je pense que le GT est toujours en expansion. Et on le voit maintenant, même avec je vais sortir un peu du cadre, mais ou de la fenêtre de performance. On voit maintenant que les championnats se mettent de plus en plus au GT3, on va dire, en historique. Ce sera le cas à la CO, c'est le cas chez SRO. Oui, avec le fameux Revival, c'est ça, Laurent, qui va arriver. Tout le monde a compris que le GT3, maintenant, ça roulait en historique et que la catégorie va fêter ses 20 ans l'année prochaine, qu'il faut remettre ses voitures sur les rails. Alors maintenant, est-ce que ce sera un succès? Ça, je sais pas. Il y a des voitures disponibles. Ça, c'est sûr. Il y a des voitures disponibles maintenant, si tu veux. Enfin, faut pas oublier d'où on vient en 2006. Si c'est pour voir des 430 Challenge ou des Porsche Cup qui roulaient en GT3 ou des Ascari, des Lamborghini qui étaient développés par Reiter ou les Aston Martin DBR S9, ces voitures-là, je sais pas si ces voitures vont faire rêver. Parce que le GT3 est toujours très fort. Les protos font rêver parce qu'on est passé à autre chose. Mais là, on est toujours en plein boom en GT3. Est-ce que les premières voitures de la catégorie GT3, à part les Déco, ou alors si tu as la Morgan, par exemple, Morgan Aero 8 qui est quand même une voiture atypique, ou l'Alpina. Mais sinon, je ne sais pas quel va être le regard des fans et des passionnés sur ce GT3 Revival. Après l'Hypercar et le GTP, nous avons donc passé en revue les premières infos du Mercato 2025-2026 en ce qui concerne le GT3 dans sa globalité entre le WEC, l'IMSA, le LMS et le GT World Challenge pour les premières infos à disposition. Avec vous Thibaut et Laurent, merci d'avoir fait ce petit débriefing qui complète donc, on vous rappelle, si vous ne l'avez pas écouté, le numéro précédent de Track Limit by Minerva Oil, de notre podcast, qui était donc consacré à l'Hypercar et au GTP et à leur mercato respectif pour 2025-2026. Nous, on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro. Et d'ici là, restez connectés à Endurance Info et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes. Thibaut et Laurent, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao, ciao.